vendent un peu la techno qu'ils ont de disponible autour, etc. Est-ce que ça perf ? Parce que c'est bien beau de le faire, mais est-ce que les gens se rendent compte ? Est-ce que ça perf ? Est-ce que c'est plus économique de faire un UGC en IA que de faire un UGC classique ? Des vidéos où il y a des starting frames avec des visages, ce qui est problématique. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode d'E-Com-Lab, le podcast e-commerce où on parle d'actualité, de stratégie et des problématiques que les e-commerçants rencontrent ou que nos clients rencontrent en tant qu'agence média. Je suis Ben, cofondateur de l'agence Ben & Vic. On accompagne nos clients sur la stratégie en social paid, en SIA, mais aussi en créa et creative stratégy. Aujourd'hui, je suis avec Victor, mon associé, et on va vous parler d'IA et d'UGC. Salut Ben. En effet, gros sujet en ce moment, l'utilisation de l'IA dans la créa et notamment dans l'UGC. C'était un sujet balbutiant il y a 1 an et demi quand on avait testé. Ouais. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est Ben qui est plutôt en charge de la partie R&D et implémentation de l'IA dans l'agence. Et tu as pas mal bossé sur le sujet UGC en IA, ouais. On en a sorti pour des clients. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal qu'on décortique un peu le sujet, comme ça on donne les... Il y a beaucoup d'infos qui circulent, donc on donne le vrai et le faux. Peut-être qu'on peut commencer déjà par comment tu fais de l'UGC en IA et c'est quoi les différentes façons, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ouais, alors sur l'UGC en IA, ce qui va être relativement intéressant, c'est la partie qui est vidéo. En gros, dans les différentes façons de le faire, bon, déjà il y a différents rendus. Quel est le besoin de la personne en termes d'UGC en IA ? Est-ce qu'on veut montrer des gens avec des produits ? Est-ce que c'est juste de la voix off, etc. Il y a plein de choses qui vont être importantes de déterminer en amont. Quand on dit les différentes façons de faire des UGC, il y en a qui vont le faire pour leur marque, ils vont aller prompter un truc, ils vont générer une vidéo et ils vont essayer de l'utiliser. Pour moi, l'objectif, c'est quand même un peu de l'industrialiser dans une certaine mesure et d'aller générer du volume. C'est quand même des vidéos qui... en fait, on a l'avantage de pouvoir en générer autant qu'on veut. Donc, on a quand même... Enfin, le but, c'est de faire du volume plus facilement, de manière plus efficace. Et c'est aligné sur les recommandations ou en réalité, pour faire de la perf, faut faire du volume. Ouais, c'est quand même ça l'objectif, c'est que, bon, je pense que tout le monde est aligné maintenant là-dessus. La performance en social ad, ça, c'est le volume créatif et la diversité. Et on peut le faire sans UGC en IA, mais avec, c'est quand même plus simple. De manière globale, c'est un peu ça l'idée derrière ce truc-là. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. En revanche, ça permet de faciliter les tests et ce genre de choses. On en parlait la dernière fois quand tu partageais un peu tout le système créatif. Je sais pas si c'est le dernier épisode de l'épisode d'avant. Mais globalement, c'est quand même ça qui est important, c'est d'avoir un système créatif en place, etc. Si vous n'avez pas ça en place, faire des UGC en IA, ça ne va pas le remplacer, quoi. Ouais, bien sûr. On n'enlève pas la brique stratégique. C'est non. Plus dans l'opérationnel. C'est juste la brique production qui est un peu différente, qui est un peu plus simplifiée. C'est un peu ça le point. Maintenant, du coup, pour revenir à ton point, les différentes façons de faire des UGC en IA, en gros, il y a 2 grandes catégories. On va avoir d'un côté tout ce qui est les wrappers. Donc, ça va être Xfield, ça va être Arcade, ce genre de choses. En fait, ils n'ont pas de modèle, eux. Donc, en fait, vous payez un outil qui va en fait être connecté en API à Sora, à VO, à ce genre de choses, et qui en fait va vous faire payer plus cher des tokens parce que ils vous vendent un peu la techno qu'ils ont de disponible autour, etc. Et puis c'est plus simple d'utilisation aussi, tu payes ça. Tu payes la simplicité d'utilisation. Je pense que alors les gens ils ont souvent un côté un peu négatif, une idée un peu négative des wrappers, parce que souvent on dit que en gros je te revends un truc à la con et dans un beau packaging et voilà quoi. Et je te fais payer 3 fois le prix. La réalité, c'est que, par exemple, Lovable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de créer des outils en IA. Ça fonctionne avec Claude, ça fonctionne avec ChatGPT, mais c'est juste un wrapper. En fait, ils ont les bons prompts au bon endroit, qui va bien gérer ce que l'utilisateur va écrire, et ça va être plus simple pour lui de créer un projet. Là, c'est pareil. Xfield, c'est juste qu'il va rajouter des informations dans les prompts que les utilisateurs vont donner.
pour aller générer un résultat qui va être mieux ou plus facilement proche de ce que l'utilisateur veut. C'est ça qu'il faut retenir. Il y en a où tu te fais presque un peu avoir parce qu'en gros, il n'y a pas vraiment d'avantage de passer avec ce genre de wrapper. En gros, tu payes juste 2-3 fois le prix des tokens. Mais ceux que tu recommanderais, c'est quoi? C'est Xfield et Arcade? Moi, j'aurais tendance à pas en recommander, franchement. Okay. Aujourd'hui, je vois pas d'uplift assez intéressant pour les recommander. En revanche, si la question c'est est-ce que, en gros, t'en fais pas parce que t'arrives pas à utiliser directement l'API ou te connecter aux outils, ou t'en fais mais ça te coûte plus cher, je pense que ça vaut le coup d'en faire quand même. Via un wrapper. Ouais. Je pense que les deux plus connus, en tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés et qui sont les deux plus connus, c'est Xfield quand même, qui est très gros. Mais bon, ils se font beaucoup taper sur les doigts à cause de ça, en fait. Et en plus, ils ont un modèle de pricing qui est un peu particulier. Bon, disons que c'est un peu des filous. Et de l'autre côté, il y a Arcades pour la vidéo, ça fonctionne aussi. C'est français en plus. Mais ça fonctionne bien. Et donc, ça peut être... c'est deux bons exemples. Ok, donc tu as deux façons de faire. Donc, le wrapper dont on vient de parler, tu as commencé un peu à teaser. Donc, l'autre façon, c'est l'API. Ouais, tu utiliser l'API directement. Soit il y a des outils... en général, c'est des outils qu'on fait soi-même. L'idée, c'est de rester assez simple sur les outils. Mais en fait, il y a rarement besoin d'une utilisation qui est très complexe. Ça se résume toujours à un prompt, une image de début, une image de fin... d'avoir ce genre de choses. C'est pas beaucoup plus complexe que ça. Donc tu fais un tools avec Claude Code par exemple. Code. Le modèle qu'il utilise derrière, c'est quoi pour générer le Alors, l'UGC? Là, du coup, il y a plein de choses qui sont possibles. En gros, pour faire des outils, si vous êtes débutant, moi je vous conseille de le faire avec AI Studio. Donc c'est Gemini. Vous pouvez créer en 3 clics un outil où on utilise un modèle qui va générer de la vidéo. Sur les modèles qui génèrent de la vidéo, il y en a plein et on peut utiliser à peu près n'importe lequel. C'est pas parce que vous faites votre outil avec Claude Code que vous êtes obligé d'utiliser l'API de Claude Code. Si vous faites votre outil avec Codex, donc d'OpenAI, c'est pas pour ça que vous êtes obligé d'utiliser cette API-là. Vous pouvez donc faire votre outil sur Claude Code et ensuite même avoir plein de clés API différentes qui vous permettent de choisir le modèle que vous voulez en fonction de votre besoin. Il y a différents modèles qui répondent à différents besoins et en fonction de la complexité de ce qu'on veut, de la qualité qu'on veut, de la durée qu'on veut et disons des spécificités qu'on peut avoir sur notre projet. On peut choisir un modèle plutôt qu'un autre. Ok. Pour répondre à ta question de manière claire, derrière, il y a des API auxquels on n'a pas accès en France. Par exemple, Sora. On n'y a pas accès. Alors peut-être qu'on y a accès d'ailleurs maintenant, mais historiquement, on n'y a pas eu accès. Il y a des outils qui permettent, en fait, c'est des outils qui prennent des clés d'API et en fait qui revendent l'accès à ces clés API. Ce qui veut dire, et en fait, ils viennent. Vous avez une seule clé API et vous avez accès à tous les modèles avec une seule clé API. En fait, ils se mettent entre tous les modèles, eux, et vous qui sont derrière. Donc il y a OpenRouter qui fait ça, qui est connu pour faire ça, mais plus sur le côté, disons, LLM, donc langage, etc. Où en fait, avec une clé API, on avait accès à GPT, Claude, etc. Et comme ça, on n'a pas besoin de changer la clé, on n'a pas besoin de se faire chier. Là, nous, on utilise Fall, donc Fall AI, qui est un outil sur lequel on met une clé API Fall AI dans l'outil, on donne la doc à l'IA pour qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne, et on lui dit, OK, je veux tel modèle, tel modèle, tel modèle. Donc là-dessus, on est capable d'utiliser n'importe quel modèle, et en fonction des différents besoins, on peut choisir ce qui est le mieux, en fait. Après, ça, c'est plutôt pour nous, parce qu'on est en agence, c'est un truc qu'on utilise beaucoup maintenant, et t'es dédié à ça, mais pour un e-commerçant qui nous écoute, peut-être que juste le wrapper est quand même le modèle le plus simple s'il n'a pas envie de se prendre la tête. Si aucune connaissance, Xfield, Arcade, très bien. Un peu de connaissance, j'ai un peu envie de mettre les mains dans le cambouis. AI Studio avec Gemini, on crée son outil pour faire de la génération. Il y a même des templates, mais sinon Gemini comprend très bien. Et on utilise le modèle en fait vidéo de Gemini qui est VO 3.1, et on a des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Ok. Et
Donc, une fois que tu as généré tes vidéos, c'est comme quand on fait une production pour nos clients, on va avoir différents rushs avec différents plans. Ouais. Donc, derrière, après, il y a un montage classique. Ouais. Est-ce qu'il y a des enjeux sur la partie montage qu'il n'y a pas forcément sur la partie prod? Je sais que les plans, il n'y a pas toujours la même consistency, donc il y a des choses où il faut qu'on arrive à les raccorder en post-prod. Ouais. Alors, ça dépend des modèles qu'on utilise. En gros, il y a un peu des trade-offs là-dessus souvent. C'est que il y a des modèles qui ont des images de départ. Il y a des modèles qui en ont pas. Et il y a des modèles qui en ont, mais où on peut pas mettre de visage. C'est le cas de Seedance et c'est le cas de Sora. Parce qu'ils sont beaucoup trop puissants et qu'en fait, ils ont eu des problèmes à cause de ça. Donc en gros, on peut pas mettre des images de départ qui ont des visages dessus. Je rembobine juste un tout petit peu parce que tu disais, du coup, on génère les vidéos, mais avant de générer les vidéos, il y a quand même un storyboard à faire avec tous les plans que vous voulez. Donc, vous générez les premières images de chacun des plans que vous voulez. Et en fait, ça va vous servir de starting frame pour chacun des trucs. Et donc, on fait ça. Ensuite, on génère les vidéos. Et là, c'est là où, en fonction des modèles qu'on a, on ne va pas pouvoir utiliser forcément des vidéos où il y a des starting frames avec des visages, ce qui est problématique. Donc, Sora, Seedance. Et si je dis 2 fois fille blonde comme ça, elles vont pas être tout à fait pareilles. Ça, c'est un peu la problématique. On peut mettre en revanche des ambiances, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre le plan qu'on a ici et décrire la personne, enfin moi, mais sans que je sois sur cette image-là. Ça pourrait fonctionner, mais on n'aurait pas la consistance. Ces modèles-là, l'output, il est super bien quand même. Et donc, en fait, on peut les utiliser, mais on va générer plein de vidéos et en fait, on va faire plutôt des collages et des choses comme ça, où on va mettre plein de plans différents, des avis ou quoi que ce soit en fonction des différents besoins. Donc, c'est plus comme ça qu'on va les utiliser. Et sinon, on va utiliser des starting frames qui vont nous permettre de garder la consistency à travers les différentes vidéos. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais mettre ma starting frame avec mon personnage. Je vais dire, OK, ça, c'est le truc de départ. Et le modèle, il va comprendre que c'est ça qu'il doit animer. Et donc là, on va réussir à pas avoir cette problématique-là. OK, très clair. Donc, on les génère, on les monte. Ouais. Maintenant, tout le monde veut les diffuser. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a des limites dans la diffusion? Et l'autre question que tout le monde doit se poser, est-ce que ça perf? Parce que c'est bien beau de le faire, mais est-ce que les gens se rendent compte? Est-ce que ça perf? Alors, ça dépend comment c'est fait. Mettre une vidéo qui dure 15 secondes d'IA ou 20 secondes d'IA pas très bien montée, les gens ils vont se rendre compte tout de suite. En fait, le but, ça va être quand même... Mais en amont, t'as pas de limite. Tu peux poster une vidéo en IA sur Meta, il n'y a pas de sujet. Non, c'est pas du tout un sujet. Aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet. Surtout quand les vidéos elles sont montées, donc en fait, des fois, dans les métadonnées, on peut avoir des infos qui te disent que c'est de l'IA. En fait, comme ça passe dans des logiciels de montage, toutes les métadonnées, elles sont virées. Mais du coup, si on fait très peu de montage, on va se retrouver avec des choses où les gens arrivent quand même, notamment une cible qui est plutôt jeune, à se rendre compte que c'est de l'IA. C'est moins en moins le cas, mais ça arrive quand même. Ça dépend comment c'est fait, si c'est mal fait, si c'est mal prompté, si c'est des modèles qui sont un peu pourris, etc. Je me rappelle d'une vidéo qu'on avait fait pour un appel d'offres sur des cheveux. C'était hallucinant. Et on en fait de plus en plus d'ailleurs. Je pense à la dernière que tu as sortie là où c'est enfin pour une marque, peu importe. Ça se voit pas. Non, en fait, c'est que en fait, c'est toujours un peu l'histoire de faut noyer le poisson. C'est-à-dire que le cerveau, il va pas remettre ça en question dès le début. C'est-à-dire que les 2-3 premières secondes où il va voir un visage, voir un problème, ensuite il y a des cuts, on passe à autre chose, on met en avant un truc, on monte le produit, etc. En fait, le cerveau, il est plus connecté sur est-ce que c'était un vrai visage. Bien sûr, il se pose même pas la question. Non, en fait, c'est si le visage, il est face comme ça, et en fait, la personne a le temps de se concentrer dessus, de voir un truc qui lui... Ah, tiens, c'est bizarre ça, ou ah, tiens, ça, c'est... En fait, en plus, les visages mal promptés en IA, ils ont tous un peu la même gueule, ils ont tous un peu les mêmes traits de caractère, et en fait... Ils clignent pas des yeux. Ouais, il y a des choses qui se voient, et donc, nous, l'air de rien, inconsciemment, on apprend un peu ces visages-là. Et moi, je suis capable de dire à peu près s'il y a des gens qui sont faits en IA, si c'est pas bien fait. Si c'est bien fait, c'est plus compliqué. Mais en fait, le truc, ça va être un peu cette idée de noyer le poisson. C'est qu'en fait, la réalité, c'est que un UGC, ça peut être 3 secondes de visage, produit, montrer l'application du produit, faire ceci, 2 secondes de visage, machin, mon avis, plan de la chambre, je sais pas quoi, salle de bain. En fait, il n'y a pas forcément
c'est pas nécessaire de montrer 20 secondes de visage de la personne qui parle face cam. En plus de ça, c'est le genre d'UGC. On le sait, on en a fait des milliers chez BNB qui sont pas les plus performants. Les plus performants, il faut quand même de la créativité, il faut du rythme, il faut créer des choses, quoi. Je me rappelle d'un UGC en IA qui est sorti du studio, qui était le facecam dans une voiture, qui était ultra réaliste. Et pourtant, c'était bien 25 secondes de facecam pour le coup. Ouais, mais alors celui-là, il était entrecoupé d'inserts. Il y avait d'inserts d'images. En fait, c'est ça, c'est qu'en gros, t'as la sensation que ça faisait 25 secondes de facecam, mais en fait, t'avais 25 secondes de facecam avec des inserts d'images, on te montrait des trucs. Il y avait la facecam derrière, il y avait le son, etc. Et donc, ça garde l'utilisateur dans le truc. Mais c'est pas vraiment... alors, c'est vrai qu'il était très, très bien fait. C'était avec Sora qu'on avait réussi à faire ça. Sora, du coup, il faut faire plusieurs plans. Et en fait, on a réussi à avoir des visages qui étaient assez similaires là-dessus et de réussir à construire quelque chose. Mais typiquement, si on a deux visages similaires et qu'il y a un plan qui dure 5 secondes où on montre une image à l'écran, en fait, le cerveau, il oublie un peu à quoi exactement la personne a ressemblé avant. Bien sûr, si c'est assez similaire, si c'est une brune de 45 ans qui a un carré, qui est habillée avec un haut rose et un collier comme ci et que le plan c'est le même, ça marche. Donc c'est ça qu'il faut voir. J'y pense, on n'a pas parlé d'un truc, là on a parlé de la génération de l'image, mais comment tu gères la voix? Alors la voix, souvent, c'est généré dans les modèles. Dans les modèles type Sora, VO, etc., il y a la voix. Le petit trick pour éviter d'avoir une voix de Canadien, c'est de dire qu'il faut parler avec un accent français. Ok, c'est juste une histoire de prompt. Ouais. Il faut dire, en fait, si on dit sans accent, c'est avec un accent canadien quand même. En fait, il faut dire qu'il faut avoir un accent français de France. Ok. C'est ça qui est important. Ok, petit aparté. Si on revient à la perf, donc ok, on peut les publier, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est des trucs qui commencent à perfer? Ouais, c'est des trucs quand même qui, globalement, perf. Enfin, y a pas de... En fait, on n'a jamais vu de corrélation entre le fait que ce soit en IA et moins de perf. Donc, en fait, pour moi, ça n'a pas d'impact sur la... Enfin, ça n'a pas d'impact sur la perf. C'est-à-dire qu'on aurait fait la même vidéo avec un créateur, ça aurait fait les mêmes perfs. Et ça n'a pas d'impact positif non plus. En fait, l'impact positif sur la perf, il vient du fait qu'on en fait beaucoup et qu'on va beaucoup plus loin sur les concepts. Et que ça nous aurait pris 10 fois le temps de faire ça, alors que là, on le fait en une journée, on peut en sortir 30. On en plie 30 et on a des concepts cool, quoi. Là où faire ça à la maison, c'est compliqué. Je me souviens, quand on a lancé les premiers, il y avait des CPM qui étaient ultra chers et on pensait que c'était pénalisé. Et en fait, pas du tout. C'est juste que les créas marchaient pas, juste tout simplement. Ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive, en effet. Ok. Il y a des marques qui sont un peu réticentes à l'usage de l'IA parce qu'elles trouvent que ça dessert leurs produits et, de ma vision un peu plus macro, leur brand. D'après toi, quels produits ça peut servir d'un point de vue perf et lesquels ça peut desservir? Je pense que globalement, la majorité des produits, ça peut servir parce que la majorité des annonceurs ont des problématiques de volume créa. Ils n'arrivent pas à produire le volume de créa qui est suffisant, souvent à cause de la prod. Après, c'est un truc qu'on voit souvent. Ils ont souvent d'autres problématiques aussi. Ils n'ont pas de strat, ils n'ont pas de système créatif, etc. Mais souvent, en fait, on leur demande de sortir 30 créa et 30 UGC, ils sont incapables, quoi. Donc, il y a quand même des enjeux autour de ça. Donc, je pense que ça ne dessert pas la majorité des marques. Je ne me prononcerai pas sur quel type de marque ou quel type de produit. En vrai, je pense que ça dépend beaucoup des positionnements, etc. Là où, en fait, je trouve que ça va être plus compliqué, ça va être sur des marques qui vont être haut de gamme parce que, en gros, avec l'IA, tout ne va pas être parfait. Mais 98% de la perf va être là sans problème. C'est-à-dire que peut-être que le pot il va pas être parfaitement de la même couleur ou parfaitement écrit comme il faut, mais personne va s'arrêter sur l'image pour regarder, zoomer et voir. Mais par contre, le mec qui va valider l'écran, il va faire ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il y a beaucoup d'e-commerçants qu'on ne font pas encore. Et deuxième point, c'est que ça, selon moi, c'est un problème pour des marques haut de gamme, des marques de luxe et des marques haut de gamme. En fait, les enjeux, c'est pas vraiment les mêmes, c'est plus de l'awareness. Ouais, il y a un sujet brand plus que perf. Ouais, c'est très compliqué. Et en fait, de toute façon, en fait, il y a des façons d'en faire des vidéos sympas comme ça. Je pense à Jérôme, notre ami là, de chez Slider.
Oui, celle qu'il avait sortie, elle était canon. Ouais. Voilà, il avait fait un truc un peu corporate, un peu stylé, un peu sympa. Mm. Tu vois, typiquement, ça pourrait faire une pub haut de gamme. Mais en fait, déjà de 1, c'est pas leur valeur. Tu vois, c'est pas aligné. Souvent, quand on a du haut de gamme, on pense quand même à des valeurs de savoir-faire et ce genre de choses. Ouais. Tu vois, tu essayes de passer un peu des traditions. C'est juste pas la bonne cible, en fait. Ouais, et je pense que c'est pas adapté et que, en plus de ça, demain, t'achètes, je sais pas, un sac Hermès. T'as pas envie de voir une pub faite en IA Je suis d'accord. où tu te rends compte que c'est fait en IA. Ouais, T'as c'est envie pas de lié. voir un humain, genre les vrais produits, de avec le prod, de vrai grain l'artisanat. du cuir, Ouais, bien sûr. avec les vraies femmes et hommes qui font les sacs en France, etc. Bien Ah, sûr. tu vois, c'est ça que t'as envie de voir. Et du coup, et en plus de ça, je veux dire, avec les marges qu'ils ont, c'est construit pour pouvoir se permettre de faire ça et prendre 3 jours pour faire la vidéo l'ADS au lieu de prendre une demi-journée, tu vois. Donc, Juste si on revient sur le sujet de valeur, parce que c'est quand même un truc qui est un point important pour la partie UGC en IA, c'est que pour en voir passer de plus en plus, c'est utilisé pour faire énormément d'avant-après, ouais. parce que on sait que ça marche en Ouais. ads. À quel point c'est, d'après toi, un truc qu'on va avoir de plus en plus, à quel point c'est un truc qui peut être pénalisé par Meta, parce que je me souviens, il y a très longtemps où c'était vraiment pénalisé, on pouvait pas en faire. J'ai l'impression qu'on peut en faire plus maintenant. Ouais. Et je sais pas si ça va pas être un sujet pour les marques, justement. T'as celles qui vont faire le choix de rester alignées avec leurs valeurs. Et à l'inverse, tu vas avoir les hard sellers qui vont dire, OK, bon, on va faire plein d'UGC en IA, avant, après, à gogo. Ouais, il y en a déjà beaucoup qui le font. C'est une marque en particulier, je pense qu'on pense à la même. Pense à la même. mais ouais, sur de la perte de poids, c'est le truc phare. Ça fonctionne. Après, je pense que c'est juste pas légal de le faire. Parce qu'en fait, montrer des avant-après qui sont pas représentatifs de la réalité, c'est interdit. Donc, montrer des avant-après de gens qui n'existent pas, j'imagine que c'est encore moins autorisé. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas régulé. Demain, j'imagine que si la DGCCRF elle tombe sur une marque et qu'elle regarde ses ads et qu'elle voit des avant-après, c'est comme les faux avis. Ils vont dire, OK, d'où ça vient? Est-ce que vous pouvez me montrer les clients et la preuve que ça vient? Voilà. Ouais. C'est des marques qui vont... pour l'instant, en fait, ils sont à la ramasse, donc c'est pas régulé, donc c'est le Far West. Mais ça m'étonnerait que ça reste comme ça très longtemps. Et en même temps, on parle de marques, je veux dire, on parle de marques qui font 10, 20, 30, 40 millions, tu vois. Je pense que c'est pas la cible de 90% des gens qui se prennent des amendes de la DGCCRF. Donc, on n'y travaille pas, je sais pas, mais... On n'y travaille pas, mais j'imagine qu'ils tapent des boîtes qui sont plus grosses. En tout cas, ils voient plus les boîtes qui sont plus grosses. C'est plus facile d'aller mettre, je sais pas combien de millions d'amendes à une grosse boîte que... Mais sans parler d'amendes, je pense qu'il va y avoir quand même un sujet sur le marché. C'est que les marques qui vont décider de ne pas le faire versus les marques qui vont le faire, elles vont se faire outperform par des marques qui vont le faire parce qu'on sait que c'est show don't tell en réalité. Et si eux peuvent montrer des avant-après et que les autres le font pas, la perf est moins bonne. Là, c'est sur tout le marché du complément où il y a effectivement ce sujet qui se pose. Au global, le marché du complément, c'est ça. Le truc pour avoir des beaux cheveux, avoir des beaux ongles, avoir une belle peau, enlever des rougeurs, perdre du poids, prendre du muscle, enfin tout est sujet à ça. Et en même temps, je me dis, il y a des marques qui n'ont pas besoin de mettre des avant-après pour montrer qu'elles ont un bon produit. C'est vrai. Tu vois, je pense à des marques, tu prends Nutrimuscle. Ils vendent des protéines, des compléments pour le sport. Ils n'ont jamais montré des avant-après qui étaient grâce à leurs produits, tu vois. Jamais. Non, parce que dans l'inconscient, c'est généré par les ambassadeurs qui, eux, reflètent ce que tu peux atteindre. Ouais, mais tu vois, s'il n'y a pas de avant-après, jamais. Non, il est juste inconscient. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'avant-après. Jamais. Donc oui, il y a d'autres stratégies pour le faire. Mais je me ça dis va quoi, demander... est-ce qu'il y a une marque de complément qui va arriver, qui va dire, grâce à ma whey, tu vas devenir comme ça? Sur ce segment-là, non, mais ça va quand même demander aux marques qui veulent pas aller sur ce jeu-là tant qu'il n'est pas régulé, d'éduquer énormément, d'aller éduquer la cible et de trouver d'autres façons d'adresser leurs prospects. Ouais. Non, mais il y a il va y avoir du travail, ça c'est une évidence. Et d'après tout,
est-ce que c'est plus économique de faire un UGC en IA que de faire un UGC classique? Parce que bon, le mot UGC, déjà, il s'est un peu distendu. Ouais. Parce que avant, c'était vraiment le contenu généré par l'utilisateur. Après, ça a été par des créateurs. Après, quand tu organises une journée de tournage, comme on fait chez nous, peut-être à tort, mais c'est quand même appelé un UGC, in fine, alors que c'est des acteurs. Ouais. Et donc, l'UGC, il a un range de prix entre 50 €, 100 € pour le plus bas de gamme possible, à plus de 1000 € le concept. En IA, c'est beaucoup moins cher, je suppose. Et à quel point c'est moins cher? Parce qu'il y a quand même du temps passé, il y a le prompting. Parce qu'en fait, in fine, tu trouves qu'il y a un vrai gain à le faire en IA? Alors, il y a un vrai gain quand c'est fait de manière intelligente. Maintenant, si c'est je tire au hasard et j'essaie des trucs, ça peut très vite coûter très cher. Ok. Il faut vraiment avoir une bonne strat autour de ce sujet-là et être organisé là-dessus. Tu veux dire organisé dans ton amont? Dans ton système créatif. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux montrer. Tu sais ton script, tu sais comment tu veux le découper, tu sais quel plan tu veux. En fait, la majorité des gens, ils arrivent, ils balancent un prompt dans Sora et ils ont un truc de 8 secondes et ils savent pas trop quoi en faire, quoi. Oui, mais c'est comme ceux qui font de l'UGC classique en disant voilà, je voudrais un unboxing. Et en même temps, tu vois ça par exemple. Alors, moi, mon avis, il est hyper tranché là-dessus. On me l'a reproché 3-4 fois sur LinkedIn. Oui, après, ça coûte pas moins cher. Le nombre de tokens. Un créateur UGC, ça coûte minimum 150 balles. Ouais, maintenant, ouais. Minimum. Ouais. Minimum 150 balles. Et il y en a qui montent à 400-500 €, qui sont pas connus. Donc, on parle, pour les gens qui nous écoutent, on parle de créateurs UGC. Donc, c'est des gens qui sont pas des influenceurs. Ce sont juste des acteurs. C'est-à-dire que si je te donne une caméra et un micro, tu es capable d'avoir l'art naturel devant une caméra et réciter un script que nous, on écrit. Donc, tu n'écris pas de script. Ça, c'est le travail d'un créateur qu'on utilise en UGC. Donc, c'est personne, quoi, en gros. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qu'on paye parce qu'ils sont connus. Donc, tu compares minimum 150 € à potentiellement, même si ta vidéo elle te coûte 30 € à faire de crédit, il faudrait cramer beaucoup de crédit et être très mauvais sur ce que tu fais. Mais il faut ajouter ton temps. Il faut ajouter ton temps, bien évidemment. Mais je veux dire, tu passes du temps aussi à tourner, quoi qu'il arrive. Tu vois, ou à monter derrière. Donc, il y a toujours ce montage, etc. À part si vous faites faire tout par un créateur, mais globalement, créateur qui vous fait le montage, c'est pas son métier en général. Il y en a certains, c'est le cas, mais globalement, il vaut mieux faire le montage chez soi. Donc, pour moi, c'est moins cher. C'est une évidence que c'est moins cher. En revanche, tu vois, quand je prends un exemple et je me fais un peu l'avocat du diable, quand on tourne un concept là pour Oli, donc qui est un client de l'agence, avec qui on fait des concepts UGC, où on est ultra innovant, ultra créatif. Quand on va booker une vague artificielle pour faire un concept où le but c'est de présenter le produit en étant sur la vague artificielle, etc., par rapport aux valeurs de la marque. Que booker une vague artificielle, ça coûte 400 balles. Qu'il y a un créateur qui doit être capable de surfer, qui a plein de prises à faire, etc. Évidemment, déjà, ça coûte plus cher. Ça coûte pas 150 €, c'est pas juste un créateur. Et en plus de ça, tu peux pas faire ça en IA. Ça, en IA, c'est infaisable aujourd'hui. Donc, trop complexe. Ton point, c'est que sur un UGC classique, on va faire un facecam, on va ajouter des b-rolls, on va présenter le produit. C'est moins cher de le faire en IA si on s'y prend bien. Par contre, sur des journées de tournage comme on organise, où on va sur des concepts beaucoup plus poussés, des micro-trottoirs, etc., c'est pas des choses qui sont en IA. Et dans tous les cas, pour le moment, la question se pose même pas. Pour moi, la question, elle se pose même pas. Après, il y a une dernière chose qui est intéressante, c'est en fait faire des mix. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire des hooks en IA et derrière, la présentation de ton produit ou l'avis d'un passant dans la rue, c'est un truc réel, tu vois. Faut pas hésiter à mixer les deux. C'est aussi comme ça que tu arrives à faire passer l'IA un peu incognito, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent on fait d'abord en IA pour tester le concept et puis après on le fait faire vraiment par un créateur? Ça peut carrément se faire. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait un uplift de malade, sauf si il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire. Le whitelisting. En whitelisting, ouais, ça peut être le cas, effectivement, mais je veux dire, globalement, il n'y a rien qui t'empêche de créer un compte d'un créateur en IA et de faire des vidéos dessus, tu vois. Bien sûr. Mais
des fois, ça me manque un peu de substance, il manque des petits trucs. Enfin, je peux comprendre qu'on peut être tenté de faire ça. Est-ce que après, une fois que tu as une créa qui marche, est-ce que le but c'est de refaire la même? On peut se poser la question aussi. Enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment le core focus, c'est ça? Est-ce que vaut mieux booker un créateur pour refaire la même créa qui a bien marché en vrai, ou est-ce qu'il vaut mieux faire 10 créas en IA de plus? Tu vois, j'en sais rien. Hein. Pour le coup... Ouais, c'est une bonne question. Bah, au studio, tu le sais, Ouais. vu que c'est toi qui as implémenté, on fait les deux. Ouais. On continue à travailler avec des créateurs, on fait aussi des UGC en IA. Ce qui fait qu'on continue à passer par des créateurs, c'est qu'il nous faut des plans particuliers, avec de la vie dans la rue, au bord de mer, etc., qui sont peut-être des trucs plus difficiles à faire en IA. Ouais. Et certains créateurs ont quand même une vibe. Oui. Ils arrivent à transmettre de l'énergie qui est un peu ce qui manque en IA. Ouais, je suis d'accord. Donc, on n'est pas encore au moment où on va tout remplacer. Bah, en vrai, si on est honnête, aujourd'hui, on fait 90% du GC avec des créateurs. Ouais. Et on a peut-être 10% du GC qui sont en IA, quoi. Ouais, mais la demande augmente. La demande augmente, ça, c'est il y en a toutes les semaines, les clients studio demandent de GC en IA. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et donc, si on doit résumer, la bonne utilisation de l'IA, en gros, c'est de s'en servir pour aller vite sur des concepts, pour faire du volume. Pas sans stratégie, attention. Pas sans stratégie. Conserver des créateurs pour les sujets un peu plus complexes. Ouais. Et est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas abordées, qui seraient intéressantes d'aborder pour affiner le sujet? Juste au niveau des modèles, faites attention aux modèles que vous utilisez parce qu'il y a des coûts qui sont différents. Il y a des avantages et des inconvénients sur chacun des modèles. En ce moment, grosso modo, les modèles qui sont utilisés le plus, c'est le Seedent, c'est VO 3.1, c'est Sora encore quand même, c'est quand même bien Sora. Donc c'est les 3 grands modèles qui sont utilisés. Il y en a d'autres, il y a Kling aussi, qui est bien. Voilà, il y a différents, en fonction des besoins, il peut y avoir différents modèles. Il y a des prix qui sont différents. Voilà, faut juste être sûr de ce qu'on veut et de bien comprendre dans quoi on met les mains. Ça peut aller très vite aussi, donc faites attention à ça. Et si on fait n'importe quoi, ça peut coûter beaucoup d'argent, quoi, tout simplement. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, on a fait le tour du sujet. Si jamais vous avez des questions sur les UGC en IA, je fais souvent des posts, et toi aussi, Victor, sur des outils qu'on a préparés, des vidéos pour vous aider à le faire vous-même. Donc, on pourra même rajouter le lien dans la description pour que vous puissiez récupérer les infos directes. De toute façon, il y a une page ressources sur benenvit.com où vous pouvez retrouver l'ensemble des outils qu'on a. Sur ton LinkedIn, Benjamin Prévost, ou sur le mien, Victor Montossé. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ils peuvent t'écrire et comme ça, tu parleras du GC en IA. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ben. C'était cool, encore une fois. Et avec grand plaisir. Merci à tous. Ciao, ciao.